Contente d'ailleurs, Madame Pannier-Runacher, parce que demain il y a 30 degrés. Ce qui est sûr, c'est Donc là, vous pouvez être sûr que vous allez en avoir partout. J'ai déjà vu, je fais juste une parenthèse, chaleur exceptionnelle. Non, c'est pas une chaleur exceptionnelle. Il y a des coups de chaud à 30 degrés, comme il y en a régulièrement fin mai ou début juin. Et vous allez voir la petite musique sur toutes les antennes. Alors qu'il a fait un mois de mai plutôt frileux. Mais je referme la parenthèse. que le GIEC arrive. C'est glissant la météo, attention. Comment? C'est glissant la Ah météo. ben c'est pour ça que je referme la parenthèse. C'est-à-dire que je referme la parenthèse parce que je veux surtout pas avoir d'ennui. Mais c'est pas une chaleur exceptionnelle. Ça, déjà j'ai vu ça passer cet après-midi. Bon, c'est pas exceptionnel. Christophe Cassou, une canicule en plein mois de mai. Est-ce que vous aviez déjà vu ça? Et surtout, est-ce que vous, le climatologue, cela vous surprend? Alors, donc, une canicule au mois de mai, c'est un événement qui est sans précédent en France. Donc, sans précédent par sa précocité, puisqu'on est au mois de mai, sans précédent aussi par son intensité, par sa couverture régionale, parce qu'il n'y a pas que la France. L'Angleterre a battu des records 34 degrés, 35 degrés à Londres. Et très exceptionnel aussi par sa durée. Donc on est, dans notre jargon, on appelle ça des événements de signe noir. Des événements, je l'appelle ça un événement popcorn, quoi. C'est un événement exceptionnel. Un événement exceptionnel, c'est-à-dire un événement qui bat des records de plusieurs degrés. Si je prends l'analogie sportive, et généralement quand on bat un record, on est de quelques secondes ou quelques mètres suivant les disciplines. Là, on a battu des records de 3-4 degrés, en particulier sur l'est de la France, sur la Bretagne, sur la Grande-Bretagne, dans des endroits qui sont en fait où on s'attendait pas à avoir de telles températures. Même vous n'y attendez pas? Alors, on n'est pas surpris en tant que climatologue. Par contre, la localisation reste surprenante. On fait l'analogie entre cette vague de chaleur qu'on est en train de vivre et puis l'événement du Canada en juin 2021, où des températures de proche de 50 degrés avaient été atteintes dans les Rocheuses. On est dans ce type d'événement qui se manifeste sur la planète de manière épisodique et puis voilà qui explose ses records. Mais c'était en fait relativement prévisible, anticipable, même à un niveau de réchauffement lié aux activités humaines que l'on a aujourd'hui. Justement, Jean-Marc Jancovici, aucun doute pour vous, c'est le changement climatique qui est à l'œuvre? Bah oui. Enfin, quand vous lisez le dernier rapport du GIEC, une des conclusions qui y figure, c'est qu'un réchauffement de la température moyenne va avec une augmentation beaucoup plus rapide que celle de la température du nombre d'épisodes très chauds, de ce qu'on appelle les canicules. Donc ce qui est en train... Alors, personne n'a de boule de cristal en vous disant tel jour à telle heure, il va se passer un événement à tel endroit. Mais par contre, que statistiquement ce genre d'événement augmente et que chaque année amène son lot d'inédits, ça, c'est pas surprenant du tout. Un réchauffement climatique, c'est le climat, ou un changement climatique, c'est le climat qui change. Et s'il change, c'est que c'est pas comme avant. Mais donc, effectivement, on voit des choses arriver qui n'existaient pas avant. Pour accélérer face à cette contraction, vous avez des solutions, 20 chantiers incontournables. Vous dites qu'il faut en même temps relancer le fret ferroviaire, rénover massivement les logements, construire de nouveaux réacteurs nucléaires, transformer l'agriculture. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de Français voient déjà un pays qui manque de trains, d'ouvriers, d'ingénieurs, de services publics et d'argent, tout simplement. Est-ce que vous pensez vraiment que la France est prête à faire tout ça? Elle n'a pas le choix. J'entends. C'est quoi l'alternative? Est-ce que l'alternative, c'est qu'on pense que la situation va rester en l'état? Pas du tout. L'alternative, c'est pas que la situation va rester en l'état, c'est que ça va se dégrader de façon non gérée. C'est exactement ça. Ce qui est déjà en train de se passer. J'insiste. Le nombre de gens qui sont à découvert le 15 du mois, etc., le nombre de gens au resto du cœur, tout ça, c'est des indicateurs qui se dégradent depuis des années. Et c'est en lien direct avec ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que les ressources physiques qui permettent à l'économie de tourner, et notamment l'énergie, sont déjà en contraction subie depuis un certain temps. Donc l'idée que si on ne fait rien, on va conserver une situation confortable, il faut se sortir ça de la tête. C'est pas du tout ça qui va se passer. Si on ne fait rien, entre guillemets, on va être victime d'une évolution qu'on ne contrôlera pas. Donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, elle est assez simple. C'est est-ce qu'on préfère un effort qu'on pilote ou est-ce qu'on préfère des contraintes qu'on subit? Voilà, c'est vraiment ça la question. Et moi, je préfère de très très loin l'effort qu'on pilote. Parce que quand on parle d'effort, on parle quand même d'une situation sur laquelle on a plus de prise. Et évidemment, ça pose des questions difficiles de savoir comment se répartit l'effort, comment chacun contribue, quel est le rôle de chacun, quels sont les métiers qu'on doit avoir pour que la France flotte en 2030, 2040, 2050, parce qu'il y a tout un sujet là-dessus aussi. Mais au moins, on peut réfléchir à quelque chose qu'on organise. Réfléchir à rien,
c'est l'assurance qu'on va prendre des claques de plus en plus nombreuses. Sachant que le réchauffement climatique exacerbe aussi les inégalités sociales, même si on constate que les jeunes, qui sont aussi les principaux concernés souvent par ce réchauffement, puisqu'ils habitent dans des logements mal isolés, petits, sous les toits, ils se mobilisent moins pour le climat. Elisabeth Borne, hier, déplorait que les jeunes se mobilisaient plus pour la Palestine que pour le climat. Aujourd'hui, contrairement à une autre époque, on a aussi un président américain qui est à la tête du 2e pays le plus émetteur du monde et qui dit que le réchauffement climatique est la plus grande arnaque du monde. Christophe Cassou, dans ces conditions, est-ce que c'est difficile d'être scientifique, d'être climatologue aujourd'hui? Alors oui, c'est dur d'être scientifique aujourd'hui. Hein. Bon, on se fait attaquer sur les réseaux sociaux, on se fait injurier, on se fait harceler par certains journalistes, hein, certains de vos confrères. Injurié par des journalistes. Oui, on reçoit d'une certaine presse conservatrice, on va dire. Qui n'aiment pas votre discours. Bien sûr, parce qu'en fait, lutter contre le changement climatique, c'est pas un problème uniquement technique, c'est un problème aussi politique, c'est un problème social. On reçoit des lettres de menaces chez soi pour être intimidé, des partis politiques désinforment. Pardon, vous recevez des lettres chez vous? Oui. D'intimidation? Oui. Des collègues et moi-même avons reçu des lettres chez nous d'intimidation. En ce moment, des partis politiques désinforment de manière totalement décomplexée. Et puis récemment aussi, des partis comme l'extrême droite font aussi des procès à des scientifiques. Donc on est à un moment qui est très compliqué. Et je pense qu'on est dans une rupture dans le contrat sociétal entre science et décideurs, entre science et citoyens. Et tout ça, cette rupture de ce contrat social, en fait, c'est l'ouverture vers, c'est l'autoroute vers l'obscurantisme, quoi. Jean-Marc Jancovici, vous aussi, vous avez l'impression de crier dans le désert parfois. Et qu'est-ce que vous dites pour convaincre tout Moi, je l'aime beaucoup, Trump, parce que c'est notre meilleur allié en ce moment. Ouais. Alors, je plaisante à moitié. S'il n'y avait pas eu la guerre au Moyen-Orient, est-ce que Macron aurait fait son grand discours sur l'électrification? Pas sûr. Voilà. Alors, certes, c'est un peu désagréable en ce moment, à court terme. Ça, c'est très clair. Après, on n'est pas non plus en train de mourir de faim. Hein. On n'est pas dans une situation dans laquelle demain matin tout le monde va mourir dans ce pays. Donc c'est un grand coup de pied dans le derrière. Moi j'insiste beaucoup sur le fait que sur un continent comme l'Europe, qui est un continent qui importe la quasi-totalité de ses hydrocarbures, j'insiste, décarboner parce que le robinet coule plus ou décarboner parce qu'il faut éviter ça pour le réchauffement climatique, c'est exactement la même action. Il y a des solutions. Donc tout à l'heure, j'ai dit que ça ne sera pas facile. Oui, ça ne sera pas facile, mais ne rien faire sera encore pire. Et par ailleurs, quand il s'agit de faire, on sait quoi faire. Donc c'est un peu comme si vous partez en expédition dans la montagne. Vous savez que ça ne sera pas nécessairement facile, qu'il y a des moments où vous allez transpirer, etc. Mais vous savez quoi faire et vous savez que vous pouvez y arriver. D'accord ? Donc c'est pas parce que c'est pas facile qu'on ne peut pas y arriver. Hein. Il y a quand même... faut pas tuer l'espoir. Et par ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que la France est un pays créatif. Historiquement, on a eu des bons créateurs de mode, des beaux architectes, des bons ingénieurs, des bons mathématiciens, des bons cuisiniers, etc. Et donc, face à l'inédit, le fait d'être un pays créatif, c'est plutôt une bonne chose. Donc, non, mais sérieusement. Un peu d'optimisme. Il faut qu'on arrête. Oui, merci absolument. beaucoup. Moi, je pense qu'il faut se jeter résolument dans le fait de relever ce défi. On a bien entendu. On a tout à y gagner.